Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc aujourd'hui un tout autre sujet, enfin comme d'habitude à vrai dire, mais enfin là c'est un peu local, c'est autour de Quimper, c'est breton quoi. Ceci dit c'est du roman historique et c'est du roman historique avec enquête policière, comme quelquefois, quoi. Donc il se trouve que je suis allé voir je suis allé à une signature d'un romancier. C'est Pierre Martin. Je lui ai pris un gros livre comme celui-ci. Alors c'est pas celui-là que je vais évoquer aujourd'hui. Alors qui est Pierre Martin? C'est intéressant à savoir. Alors Pierre Martin est né à Quimper, du coup, en 69. Docteur en histoire moderne, il enseigne à l'université de Bretagne occidentale à Quimper et à Brest. Spécialiste d'histoire maritime, ses recherches portent sur l'histoire des estuaires et des littoraux du XVIe au XVIIIe siècle. Auteur de nombreux ouvrages universitaires et historiques, ce fin connaisseur des sources de l'histoire de la Bretagne s'initie son premier roman policier. Féru d'histoire sociale, et il a créé le personnage de Jean Nédélec. Alors ça c'est donc au XVIIe siècle, un colporteur instruit devenu enquêteur sous le règne de Louis XVI. Je ne l'ai pas lu, à vrai dire, c'est pour ça que je n'en parle pas aujourd'hui. Donc je vais le lire, et puis peut-être que dans quelques temps, je vous ferai son éloge, ou pas peut-être. Et puis voilà, c'est pour vous montrer sa production. Il en a fait d'autres. Il y a notamment celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le Chant des Invisibles. Là, c'est une toute autre époque. Ça, c'est une enquête d'Anselme Planchec. Et donc, c'est du même auteur, bien entendu. Là, c'est en format plus réduit, plus économique. Et puis, donc voici celui dont on va parler. Voilà. Et donc c'est un autre moment, ça. C'est Quimper 1905, alors que la Troisième République durcit son regard sur les vagabonds et les aliénés, la ville de Quimper semble peu à peu se vider de ses figures errantes. Mais dans les ruelles pavées de la préfecture bretonne, un inquiétant murmure court. Un charretier inconnu recruterait les déclassés, les affamés, ceux que la modernité a laissés sur le bord du chemin. Le commissaire Anselme Planchec, policier anticonformiste et humaniste convaincu, refuse de céder à la peur et à l'aveuglement. À contre-courant des discours sécuritaires de son temps, il s'interroge que deviennent ces hommes disparus? Qui est cet homme à la charrette qui rôde la nuit venue? Et que cache le silence complice de certains notables locaux? Dans un climat de méfiance et d'inégalité croissante, Planchec mène une enquête troublante aux frontières de la folie, de l'idéologie et de la misère humaine. Un polar historique, un polar donc, haletant, où l'engagement d'un homme se heurte à la violence d'une société en mutation. Voilà. Donc celui-ci, on ne le voit pas aujourd'hui, c'est le gros. Donc moi j'ai pris comme source possible, alors lui c'est un universitaire, il y en a bien d'autres, je pense, mais ça me permet d'évoquer quoi. Alors là j'ai pris comme source possible un petit mémoire en images de Jean-Yves Quéméner, ce qui veut dire en breton le tisserand, enfin peu importe. Et donc j'ai retenu quelques pages pour vous. C'est dans une édition locale. Ah non, c'est pas local, c'est à Jouves-les-Tours, l'édition Alain Sutton, celui-ci. Donc il est un petit peu difficile à trouver. Donc c'est Mémoire en images de Jean-Yves Quémener. Voilà, donc un Quimpérois, bien sûr. Voilà. C'est plein d'images. C'est du noir et blanc, c'est des images d'époque, de la fin du 19e siècle, début du 20e, etc. Donc c'est illustré de cette manière. Voilà, donc moi je vous lis les commentaires, c'est page numéro 7, la situation de Quimper, pour ceux qui ne connaissent pas la Bretagne et Quimper, qui ne sont jamais venus, il y a des tas de gens qui ne connaissent pas. Alors, fort bien situé au confluent des rivières de l'Odet et du Steyr,
sur les eaux, c'est ce que ça veut dire, hein, Quimper, hein, Camper en breton, hein, c'est un confluent, dont les eaux la relient ainsi à l'océan. La ville de Quimper s'est développée au pied de 4 petites collines. Quimper, en vieux breton, voulant dire confluent, ouais, c'est bien ce que je disais, existait déjà sous le nom d'Aquilonia lors de l'occupation romaine, en latin, qui a laissé ça et là des traces particulièrement à Locmaria. Détruite lors des invasions des barbares, elle ne prit de l'importance qu'au VIe siècle, lorsque le chef breton, connu d'après la tradition sous le nom de Gradelon, vint s'y établir. Le premier évêque de Cornouailles, Saint Corentin, fixa son siège et étendit sa juridiction au-delà des abords de la cathédrale. Une ville nouvelle se groupa alors autour de l'édifice et fit entourer d'une enceinte fortifiée dont il reste encore quelques vestiges. Au XVIe siècle, la cité jouissait déjà d'une prospérité avec une population atteignant 5000 âmes. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, Quimper subit de nombreuses transformations, aménagement des rives de l'Odet, construction d'édifices religieux. La Révolution choisit la cité quimpéroise comme chef-lieu de département et en y installant divers services publics. Ah oui, ça aurait pu être à Brest, hein, tout aussi bien. En 1863, la mise en service du chemin de fer consacra cette période d'extension. L'industrialisation de Quimper, dont les débuts remontent au XVe siècle avec la poterie, se développera par l'essor de la céramique d'art. Elle s'intensifiera ensuite jusqu'au XXe siècle par le développement des conserveries alimentaires. Alors il y a encore du texte, mais ça concerne les années 60 et 70. Et là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt autour du début du siècle, hein, parce que le roman se situe là. Alors, pour le situationnel, toujours, on va prendre la place Saint-Corentin, page 20. Page 20. Alors là, il y a des photos sur la place Saint-Corentin, hein, et puis un petit peu de texte. La place Saint-Corentin, autrefois appelée Cour du Chastel, tu vois, ça devait être port à Restel, en breton, hein, et le premier point de départ pour une promenade dans Quimper. Toutes les voies principales y aboutissent. Autour de la place Saint-Corentin, de belles demeures se dressent face à l'église épiscopale. Le visiteur ne peut s'empêcher de remarquer à l'angle sud-ouest le magasin à l'enseigne L'Art de Cornouailles qui était jadis la plus grande hostellerie de la cité. Au cœur de la ville, cette place a toujours été le lieu privilégié du commerce local. Déjà au Moyen-Âge, des boutiques dont l'attribution relevait de l'évêque se trouvaient contre le mur de la cathédrale. Devant la porte principale de l'édifice se tenait le marché au pain et vers le bas de la place, on vendait le poisson. Aucune halle n'existant à cette époque. De nombreux cabarets et logis jalonnaient également l'espace. Sous l'égide de l'architecte Bigot, les boutiques furent détruites. On installa des grilles pour empêcher l'accès à leurs anciens emplacements où les Quimpérois, peu soucieux ne se gênaient pas pour jeter leurs déchets. Maintenant, nous pouvons apprécier l'agréable parterre, bien entretenu. Voilà, donc c'est la place Saint-Corentin, place de la cathédrale. Ensuite, où les protagonistes de ce roman évoluent. Page 31, la rue Quéréon. C'est une rue incontournable à Quimper, une rue médiévale. Hein. Alors, dans l'étroite rue de Guéaudet, qui est juste à côté, hein, si évocatrice du vieux Quimper, un immeuble qui fut restauré il y a quelques années illustre bien l'intérêt architectural de cette ville, parmi les plus curieux et les plus connus de notre cité. Il s'agit d'un logis du XVIe siècle, bâti par Chevillard, le tavernier en vogue au temps de la Ligue, et qui doit sa célébrité aux têtes de truands sculptées dans l'entablement du granit supportant les étages. Ces têtes, dont les mimiques font songer à certaines gargouilles de la cathédrale, excitent immanquablement la curiosité des touristes. On s'est posé bien des questions sur leur sujet, mais faute de documents précis, on leur a forgé une histoire tout droit issue de la verve populaire. Quoi qu'il en soit, à l'origine, il est cependant permis d'y voir une illustration de cette truculence que les sculpteurs de l'époque nous ont laissée.
Voilà. Donc ensuite, combien de de peintres ont été séduits par la rue Quéréon, avec ses façades au premier plan et au fond, les deux flèches de Saint-Corentin qui, sous l'effet du soleil, du ciel de Cornouailles, ne donnaient jamais les mêmes perspectives. Avec son décor de logis moyenâgeux, de maisons avec boiseries, la rue Quéréon, principale artère de la ville, a su conserver sa renommée et restera toujours un passage obligé pour profiter du dynamisme des commerces installés parfois depuis plusieurs décennies, voire même siècles. Voilà. Ensuite, page 31, alors ça c'est bon. Page 50, le port. C'était un port hein, dans le temps, notamment à cette époque, au début du XXe siècle. Alors, au XIXe siècle, dans le port de Quimper, accostaient essentiellement des caboteurs. Ils débarquaient du bois, des métaux, du vin, des tissus, et exportaient des céréales et les fameuses poteries de Locmaria. Alors c'était un port à marée, hein, parce que la marée remonte assez bas, à 20 km depuis l'embouchure de l'Odet, jusqu'à Quimper, mais à marée basse, c'est pas navigable. On pouvait remonter ou redescendre qu'à marée haute. Toujours le cas d'ailleurs, hein. Il n'y a pas d'écluse. Hein. En 1871, les mouvements de navires, dont 198 Français et 6 étrangers, portaient sur un tonnage de 7788 tonnes. C'est ridicule aujourd'hui, mais bon, à l'époque, c'était déjà quelque chose d'important. En 1887, la part des bateaux français, 169, baissait au profit des pavillons étrangers, 49, avec des volumes toujours en progression. Le quartier du Cap Horn doit son nom à un ancien marin, Achille Moreau, qui officialisa cette appellation en 1892 en accrochant au-dessus de son café l'enseigne Station du Cap Horn. Au cours du XVIIIe siècle, une série de travaux améliora l'accès du port. En 1840, on rehaussa le quai de l'Odet en amont du Steyr. En 1858, le mur de soutènement du terre-plein fut entièrement reconstruit. Le pont de Locmaria, qui gênait les manœuvres des navires, fut supprimé plus tard. Les abords de la rive gauche étaient occupés par des jardins et des terrains vagues. La ville en fit l'acquisition en 1760, reconstruisit le quai et aménagea une belle allée d'ormes dévastée lors de la tempête de 86, il y a marqué, mais je crois que c'est 87 hein, plutôt. Hein, voilà. C'est une énorme tempête avec 240 km/h de vent qui va détruire entièrement tous les arbres du mont Fuji qui surplombe la ville. Et puis ça va être le cas Bénodet, Fouesnant, partout. C'est l'immense ouragan du siècle, du XXe siècle. Quoi. Il y avait même des pins qui avaient plus de 200 ans à Baigmay, il y en avait 200, je crois qu'il en restait deux après l'immense ouragan. Voilà, donc ça c'est une éventuelle source. Hein. Donc je vais vous lire des passages de celui-ci, hein, de ce roman. Je vous remets là. Ça c'est autre chose que je n'ai pas lu encore, hein, de Pierre Martin, mais ça c'est au XVIIe siècle. Là, début du XXe. Donc je vous rappelle, hein, c'est en 1905, c'est en plein dans la Troisième République, qui veut se séparer de l'Église. Donc on est dans un sujet particulier. Voilà, alors page 51, Anselme Planchec, commissaire. Page 51. Escorté par son fidèle terrier, le commissaire Anselme Planchec, ragaillardi par l'estocade qu'il venait de porter à Eustache de Kernalegen, rejoignit la rue Quéréon, hein, dont on parlait. S'arrêta comme à l'accoutumée devant la vitrine de l'horloger, reluqua la montre à gousset qui lui faisait toujours de l'œil, et s'échappa avant que le commerçant ait eu le temps de lui faire l'article. Le commerçant avait fini par comprendre le petit jeu de cet indécis. Il ne lui vendrait jamais cette montre. Elle était pourtant d'excellente facture, un mécanisme suisse. De quoi ravir les spécialistes. Mais la passion dévorante pour les montres qui animait le patron de la police quimpéroise avait des limites, dont une en particulier, la radinerie.
Il passa devant la cathédrale, s'extasia devant ce chef-d'œuvre de l'art gothique et ne répondit pas au salut d'un ecclésiastique. Ces corbeaux ne manquent pas d'air. On dirait qu'ils n'ont pas compris que le vent était en train de tourner. À leur place, je raserai les murs, je me ferai tout petit, ronchonna cet anticlérical viscéral. Donc on est bien en 1905, hein, à ne point douter. Alors qu'il s'apprêtait à franchir le pas de porte de la mairie, où était hébergé le commissariat, le conservateur de la bibliothèque municipale et des archives l'interpella. « Bien le bonjour, commissaire, il faudra que vous veniez me rendre une petite visite. En faisant l'inventaire des fonds, je suis tombé sur quelques petites merveilles qui ne manqueront pas de vous intéresser. Tiens donc, qu'avez-vous découvert de si exceptionnel, monsieur Le Guyader? Frédéric Le Guyader est un écrivain français. Il occupe le poste de bibliothécaire de la ville de Quimper de 1902 à 1923. L'édition de 1880, le voyage au Cambodge de Louis de la Porte, s'exclama le bibliothécaire avec une joie non dissimulée. De la Porte, dites-vous? Oui, monsieur le commissaire, répéta le Guyader avec le même enthousiasme. Eh bien, gardez-le, loin de ma vie, si possible, maugréa Planchec. Le bibliothécaire lui montra son étonnement. Vous connaissez? Ce n'est pas un bon livre. J'ai ce type en horreur. J'imagine que ma réponse vous surprend. Oui, cet ouvrage a l'air sérieux. Je dirais même, il fait autorité sur l'architecture khmer. Que vous êtes naïf, monsieur. En faisant découvrir à nos compatriotes le site d'Angkor, de la Porte a fait plus que susciter une passion pour cette civilisation. Il a orchestré et organisé le plus terrible des pillages d'œuvres d'art de l'histoire. Ça va attirer Malraux, peut-être, hein, du coup. Alors, ensuite, page 77, Hospice Saint-Athanase. Page 77. Page 77. Alors qu'il traversait une petite place de police, le policier fut le témoin d'un étrange spectacle. Des hommes, les yeux dans le vide, faisaient des 100 pas en hochant la tête comme le balancier d'un pendule, tandis que d'autres se grattaient le visage jusqu'au sang. Cette étrange farandole lui donna le froid dans le dos. Des râles et des cris de bêtes rendaient cette atmosphère encore plus inquiétante. C'était sordide. Ces malheureux étaient des morts civiles. En arrivant ici, ils avaient perdu tous les droits et subissaient de nombreux abus. On leur avait ravi la liberté et la libre jouissance et possession de leurs biens à cause d'une altération plus ou moins marquée de leurs facultés intellectuelles. Prisonniers de cette tutelle que leur imposait la société et assumés par les traitements thérapeutiques qui les réduisaient à l'état de légumes, ils étaient devenus des morts vivants, des personnes sans existence. La société se donnait bonne conscience en les cachant derrière ces grilles. Loin des yeux, loin du cœur, l'espoir de sortir de cet enfer était chimérique. Ceux qui obtenaient des permissions de sortir restaient attachés à l'institution. La liberté était une frontière difficile à franchir. Les réinsertions étaient presque impossibles. Beaucoup retournaient à l'asile. L'internement faisait partie de leur existence. Une vie sans risque, sans crainte du regard de l'autre, de celui qui se retourne sur votre passage et en profite pour vous railler. Une plaque en métal était vissée sur la porte du bureau du médecin-chef. On pouvait y lire, gravé en caractères d'imprimerie, Dr André Schnitzel, psychiatre. Cette sommité était aussi le directeur de l'établissement. Le commissaire Planchec lui expliqua l'objet de sa visite. Il se leva de son fauteuil et se dirigea vers une étagère sur laquelle étaient rangés de nombreux dossiers. Philippe Morzadek, marmonna le praticien, en passant son doigt sur le dos des dossiers médicaux. Vous savez, commissaire, plusieurs centaines d'aliénés sont internés ici. Soudain, un doigt s'arrêta sur une chemise cartonnée. Le voilà, je le tiens. Voyons voir un peu. Il lut son dossier en diagonale
et en informa le policier. Je suis tenu au secret médical, mais sachez que ce patient n'est absolument pas dangereux. Il n'est pas anthropophage. S'il vous a mordu, c'est parce qu'il a été victime d'une crise de panique. C'était seulement une réaction d'autodéfense. Ce malheureux était élevé comme une bête sauvage. Voilà, donc c'est pour donner le contexte de son enquête. Ensuite, on a page 273, route des châteaux au bord de l'Odet. Alors bon, c'est une particularité, c'est parmi les plus belles rivières de France. Hein. Enfin, c'est un fleuve en fait, hein, puisqu'il a une embouchure. Mais c'est un petit fleuve, l'Odet. Hein. Donc, page 273, c'est pas la Loire. Mais c'est de Quimper à... Il est vrai que de Quimper à Baie-d'Odet, c'est un paysage tout à fait sublime. 173. D'accord. Alors, cette armée des commissaires rogatoires signés de la main, cette armée des commissions rogatoires signées de la main du juge Henri Quérec, qu'Anselme Planchec et son adjoint quittèrent Quimper à bord du bolide du commissaire. Ils s'engouffrèrent dans la route des châteaux. Elle longeait l'estuaire de l'Odet et serpentait jusqu'à Combrit. Combrit, c'est vraiment... c'est en face de Bénodet, c'est à l'embouchure. Dans un virage, ils croisèrent une voiture qui roulait à vive allure. Surpris de rencontrer un véhicule de si bonne heure, son pilote se déporta vers le milieu de la route et Planchec dut faire une embardée pour l'éviter. Son chien manqua d'être éjecté et s'écrasa contre la portière. Le policier crut reconnaître le pilote, mais il fut incapable de lui donner un nom. Les propriétaires de voitures n'étaient pas très nombreux. Le chauffard avait failli les percuter. Sous le choc, le commissaire ralentit et s'arrêta sur le bas-côté. « Vous avez vu le Cossec ? Il a failli vous rentrer dedans, un fou du volant. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je n'arrive pas à me souvenir de lui. Et vous, inspecteur, l'avez-vous reconnu ? Non, patron. Son visage était marqué par ses lunettes, son casque en cuir et son foulard. Pourtant, je suis sûr de l'avoir déjà vu, quelque part. C'est agaçant, rechonna le commissaire. Je vous comprends, vous n'aurez aucun mal à retrouver. Rares sont les privilégiés qui possèdent une voiture dans le coin. À part vous, le commissaire de mairie, le secrétaire de mairie et cet homme. C'est bon, ce n'est pas grave. Vous devriez arriver au château de Caraval d'ici une dizaine de minutes. Planchec redémarra sa machine et roula au pas jusqu'aux lourdes grilles qui gardaient l'entrée du domaine. Elle était ouverte et cette entrée ne laissait rien deviner du bijou architectural qui se dissimulait au bout de cette grande allée plantée d'arbres majestueux. Les deux policiers pénétrèrent dans la propriété et se garèrent devant le logis. Le manoir primitif datait du XVIe siècle. Il avait été transformé au siècle suivant. En 1842, un propriétaire avait sollicité le célèbre architecte quimpérois Joseph Bigot pour la construction de dépendances agricoles. Alors il y a une note, hein, il est marqué précision historique concernant le véritable propriétaire du général Cambronne. Caraval est passé par le mariage de sa fille en 1841 au fortuné Victor Roussin, 1812-1903. Cet avocat quimpérois était surtout un excellent peintre. Son célèbre tableau, Noces de Corentin de Germer, et Anne-Marie Carinvel, musée des Beaux-Arts de Quimper, dépeint les noces de son fermier. Alors où j'en étais moi du coup? Voilà. En 1861, l'architecte avait agrandi le logis par la construction d'une tour néogothique. Le corps de logis, de plan allongé, était encadré d'un pavillon polygonal à 2 étages carrés sur rez-de-chaussée et comble recevant une ornementation de style néogothique et pittoresque. À l'autre extrémité se dressaient 2 annexes crénelées. Elles étaient couvertes en terrasse. Voilà. Donc, ces enquêtes l'amènent dans les châteaux
donc sur l'Odet. Page 341, meurtre à l'asile. Page 341. 341, 341. Voilà. J'y suis. Eh bien, commissaire, vous n'allez pas chômer aujourd'hui, se moqua le journaliste, toujours prêt à lui planter une banderille dans le dos. Mais hommage, jeune homme. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on commence par le saluer avant d'engager une conversation. Simple règle de politesse, bah oui. Vous savez que je ne suis pas homme à lambiner, répondit Planchec avec répartie. Votre petite protégée? Eh bien quoi, ma petite protégée, s'inquiéta le commissaire. La folie, commissaire. Je vous interdis de traiter cette pauvre fille de folle. Ah oui, la folle. La folle, commissaire. Je vous interdis de traiter cette pauvre fille de folle. Pourtant, c'est bien cette forcenée qui a égorgé le docteur Schnitzel cette nuit. La nouvelle tomba comme un coup près. Le commissaire était sans voix accablé. Et en plus, vous ne pourrez même pas la juger. Elle s'est ensuite donné la mort en se tranchant les veines. Une vraie bête. Planchec, qui avait reconnu les deux gardiens, fonça vers eux et leur ordonna de l'accompagner dans son bureau. Ils lui expliquèrent ce qu'il savait déjà. Planchec sauta dans sa voiture, accompagné de Le Cosec. C'est ça, hein? Oui, je ne me trompe pas. De Le Cosec. Et les deux hommes roulèrent en trombe jusqu'à l'asile. Le Jack était resté au commissariat pour le plus grand bonheur de l'agent de service. Gypsy était devenu la mascotte de l'hôtel de police. À peine eut-il le temps de se garer que le docteur Lefebvre accourut pour les accueillir. « Bonjour, messieurs. Nous vous attendions, personne n'a touché à rien. Ce sont les gardiens chargés du lever des malades qui les ont découverts. Ce qui devait arriver est arrivé. C'était prévisible. Elle était très instable, leur révéla le psychiatre dans un flot continu d'informations. Planchec le remit sèchement à sa place et lui fit savoir qu'il l'interrogerait plus tard. Conduisez-nous sur les lieux du crime, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, donc ensuite il y a l'enquête, etc. Donc moi je l'ai lu, hein, c'est très bien, hein, je vous engage à l'acheter, le lire, c'est très intéressant. Alors moi ça m'emmène dans des lieux que je connais, hein, mais bon, ça permet à des tas de gens de les découvrir aussi. Hein, voilà. Donc Pierre Martin, donc aux éditions Moisson Noire, donc en petit format, c'est pas cher, c'est très intéressant, c'est distrayant, une enquête d'Anselme Planchec. Voilà, donc je vous dis dans une semaine ou 15 jours, je ne sais plus, et puis je vous dis à très bientôt, de bonnes fêtes, hein. Il neige sur la Bretagne ce matin, c'est joli, et c'est les fêtes. Bonne fête à tous, bonne année bientôt, et bon week-end, etc. Tout plein de bonnes choses. À très bientôt.